La journée commence à l'institut avec une lourdeur presque imperceptible, mais bien réelle, comme si quelque chose d'invisible s'était déjà fissuré avant même que les événements ne prennent forme. Joséphine traverse les couloirs sans vraiment les voir, le regard fixé droit devant elle, le corps présent mais l'esprit ailleurs, happée par une douleur qu'elle tente encore de contenir. Depuis la rupture avec Lou, elle se force à tenir. 10 mois de sobriété ne se détruisent pas d'un simple coup de blues, se répète-t-elle, comme un mantra fragile. Pourtant, derrière cette façade de contrôle, chaque pas est un combat, chaque respiration un effort. Les souvenirs reviennent sans prévenir, les promesses jamais tenues, les mots qui blessent plus que les silences. Pendant ce temps, au Doubla, l'agitation habituelle masque mal les tensions sous-jacentes. Les élèves s'activent, mais les regards se croisent, chargés de sous-entendus. La vidéo circule encore dans les esprits, et avec elle, la question qui dérange, jusqu'où Anouk a-t-elle franchi la ligne? Bianca, Pénélope et Malik en parlent à voix basse, convaincus qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire privée, mais d'un abus de pouvoir qui a laissé des traces profondes. Anouk, elle, tente de garder contenance. Elle adopte ce ton ferme qu'elle maîtrise si bien, demandant aux élèves de se comporter comme des adultes. Mais derrière cette posture, quelque chose vacille. Elle sait qu'elle est observée, jugée, et que ses excuses, même sincères, risquent de ne jamais suffire à réparer ce qui a été brisé. Dans un autre coin de l'institut, Marc sent monter une colère sourde. Chaque information qu'il apprend sur l'état de Joséphine est une gifle de plus. Pour lui, il n'y a plus de nuances. Anouk a franchi une limite, et sa fille en paye le prix. Il rumine, ressasse, incapable de rester spectateur face à la détresse de Joséphine, prêt à tout pour la protéger, même à mettre le feu à l'équilibre fragile de l'institut. À l'écart de cette tempête, Lou tente de rassembler ses forces. Soutenu par Clotilde et Joachim, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'affronter le regard des autres. Il avance avec une détermination mêlée de honte, conscient que sa présence ravive des blessures encore à vif. Son amour pour Joséphine, lui, ne s'est jamais éteint, mais il comprend désormais que l'aimer ne suffit pas à la sauver. Quand Joséphine arrive au service du Doubla, l'air semble se figer. Anouk s'approche, choisissant ses mots avec précaution, minimisant ce qu'elle a vécu avec Lou, cherchant à apaiser la jeune femme. Mais chaque phrase résonne comme une maladresse de trop. Joséphine sent la digue céder, lentement, inexorablement. Son regard se pose alors sur la bouteille de whisky. Un simple objet, posé là, mais qui devient soudain une échappatoire, une promesse de silence intérieur. Elle la prend sans un mot, s'éloigne, le cœur battant trop fort. 10 mois de lutte vacillent en quelques secondes, et la solitude reprend toute la place. À ce moment-là, personne ne la voit partir. Personne, sauf peut-être le destin, qui semble déjà avoir choisi son camp. Joséphine s'isole, loin des cuisines, loin des regards, et lorsque l'alcool brûle sa gorge, elle sait que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Ce n'est pas seulement une rechute, c'est l'effondrement brutal d'un équilibre construit au prix de tant d'efforts. Et pendant que l'institut continue de tourner, inconscient du drame qui se joue à l'extérieur, une certitude s'impose déjà. Rien, désormais, ne pourra rester comme avant. Pendant ce temps, à l'institut, l'absence de Joséphine commence à se faire sentir comme un malaise diffus, impossible à nommer mais de plus en plus pesant. Fleur, attentive aux détails que d'autres ignorent, remarque la chaise vide, le silence prolongé, ce creux inhabituel dans le rythme du service. Quelque chose cloche, et son instinct ne la trompe presque jamais. Elle se souvient alors de ce regard fuyant, de cette bouteille aperçue trop vite, serrée contre elle comme un secret honteux. L'image s'impose avec une violence inattendue, et Fleur sent une inquiétude sourde lui nouer l'estomac. Joséphine n'est pas partie simplement prendre l'air. Elle a fui, et cette fuite-là, Fleur la reconnaît trop bien. Marc, lui, continue d'avancer à l'aveugle, mais son agitation trahit déjà l'orage intérieur. Chaque minute qui passe sans nouvelles de sa fille accentue cette impression d'impuissance qu'il déteste plus que tout. Il croise des élèves, des collègues, répond machinalement, mais son esprit est ailleurs, entièrement tourné vers une seule pensée. Joséphine ne va pas bien, et il n'a pas su l'empêcher de tomber. Lorsqu'il croise Fleur, le masque tombe. Les mots jaillissent, désordonnés, chargés d'angoisse. Elle n'a pas besoin de beaucoup expliquer. Le simple aveu de la bouteille suffit. À cet instant précis, Marc comprend que ce qu'il redoutait depuis des mois vient de se produire. 10 mois de combat, de vigilance, de promesses murmurées à soi-même. Balayés par un moment de trop. Ils partent ensemble, sans vraiment savoir où chercher, guidés uniquement par cette certitude douloureuse que Joséphine s'est isolée pour boire.
Le paysage change, l'institut s'éloigne, et avec lui, l'illusion d'un cadre protecteur. La nature s'ouvre devant eux, vaste, indifférente, presque cruelle dans sa tranquillité. Pendant ce temps, Lou tente de garder la tête hors de l'eau. Soutenu par Clotilde et Joachim, il sent pourtant le poids du regard des autres peser sur ses épaules. Il avance, mais chaque pas est un rappel de ce qu'il a perdu. Joséphine n'est plus là pour lui sourire, pour le défier, pour lui faire croire que l'amour pouvait réparer les failles. Il sait qu'il lui a fait du mal, même s'il n'a jamais voulu la briser. Lorsqu'il croise Fleur, son visage se ferme. Il comprend immédiatement que quelque chose de grave se joue. La vérité tombe, sans détour, et Lou encaisse le coup avec une douleur muette. Il l'aime encore, c'est évident, presque douloureux à admettre. Mais il comprend aussi que cet amour-là est devenu toxique, chargé de culpabilité et de regrets impossibles à effacer. De son côté, Clotilde lutte contre elle-même. Elle voudrait agir, sanctionner, rétablir une forme de justice. Mais chaque décision semble menacer l'équilibre fragile qu'elle tente de préserver, notamment pour Lou. Joachim, plus pragmatique, lui rappelle les conséquences possibles, la perte définitive d'un élève qu'ils ont tant soutenu. Clotilde se tait, mais la tempête gronde derrière son calme apparent. Et puis, au détour d'un sentier, Marc et Fleur la trouvent. Joséphine est là, assise à même le sol, la bouteille presque vide à ses côtés. Son regard est voilé, mais lucide dans sa douleur. Lorsqu'elle les voit, elle ne tente même pas de se cacher. Les mots sortent, bruts, sans phare. C'est trop tard, elle a craqué. Elle a détruit 10 mois de sobriété pour une histoire de mec, comme elle le dit elle-même, avec une amertume qui fait mal à entendre. Marc s'agenouille près d'elle, la voix tremblante mais ferme. Il ne la juge pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne l'a jamais été, même dans ses pires moments. Fleur, elle, promet sans hésiter qu'elle ne la lâchera pas. Pas maintenant, pas quand tout s'effondre. Joséphine écoute, sans vraiment répondre. Elle sait qu'elle a franchi une ligne invisible, et que le chemin pour remonter sera encore plus long qu'avant. Mais dans ce moment suspendu, au milieu de la nature, une chose subsiste malgré tout, la présence de ceux qui refusent de la laisser sombrer complètement. Et à l'institut, alors que la nouvelle commence à se répandre, une autre bataille se prépare déjà. Marc, marqué au fer rouge par ce qu'il vient de voir, ne compte pas en rester là. Pour lui, il y a un responsable. Et cette fois, il est prêt à aller jusqu'au bout. De retour à l'institut, l'atmosphère a changé, comme si la nouvelle, encore murmurée, avait déjà contaminé les murs. Marc avance d'un pas rapide, le regard dur, le corps encore traversé par l'image de Joséphine assise au sol, brisée. Cette vision tourne en boucle dans son esprit et alimente une décision qu'il n'essaie même plus de tempérer. Pour lui, il n'y a plus de débat possible. Il va droit chez Clotilde. La rencontre est brutale, sans préambule. Marc parle de la rechute, des 10 mois anéantis, de cette bouteille qui a suffi à tout faire basculer. Chaque mot est chargé d'émotion, mais aussi d'une colère froide, presque méthodique. Il ne cherche pas à être convaincant, il exige. Anouk, selon lui, n'a plus sa place à l'institut. Clotilde encaisse. Elle écoute, mais son visage trahit le conflit intérieur qui la ronge. Elle sait que la situation est grave, elle n'a jamais minimisé ce qui s'est passé entre Anouk et Lou. Pourtant, elle pense aussi à l'équilibre fragile qu'elle tente de maintenir, à Lou, à ce qu'une sanction pourrait provoquer. Sa voix reste posée, mais chaque phrase semble lui coûter. Joachim assiste à la scène, témoin silencieux d'un affrontement qui dépasse largement une simple décision administrative. Il sent que Marc parle en père avant de parler en chef, et que Clotilde, elle, tente encore de séparer l'émotion du rôle. Lorsqu'il intervient, c'est pour rappeler une vérité que personne ne veut entendre. Chaque choix aura des conséquences, et certaines seront irréversibles. Pendant ce temps, Anouk sent le sol se dérober sous ses pieds. Les regards se font plus lourds, plus insistants. Même lorsqu'elle ne dit rien, elle sait que tout se lit sur son visage. Elle repense à ses excuses, à ce moment au double où elle a cru pouvoir désamorcer la situation. Elle comprend maintenant que ce n'était qu'une illusion. Joséphine ne cherchait pas des mots, elle cherchait une réparation impossible. Anouk tente de se convaincre qu'elle n'a pas voulu faire de mal, qu'elle n'a jamais cherché à profiter de sa position. Mais le doute s'insinue, et avec lui, la peur de tout perdre. L'institut n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un repère, une identité. L'idée qu'on puisse la pousser vers la sortie la laisse presque sans souffle. Clotilde, de son côté, recule. Elle annonce à Joachim qu'elle renonce finalement à convoquer le conseil pédagogique. Pas par lâcheté, mais par peur. Peur de perdre Lou, peur de fracturer davantage un groupe déjà fragilisé. Elle se persuade qu'apaiser vaut mieux que sanctionner, au moins pour l'instant.
Mais Marc n'entend pas ce langage-là. Pour lui, temporiser revient à cautionner. Il quitte la pièce sans avoir obtenu ce qu'il voulait, mais avec une détermination encore renforcée. La machine est lancée, et il n'a aucune intention de l'arrêter. Il est prêt à bousculer les règles, les hiérarchies, tout ce qui se dressera entre lui et ce qu'il considère comme juste. Pendant ce temps, Lou tente de se faire discret, mais chaque pas dans les couloirs lui rappelle qu'il est au centre de la tempête. Il croise des regards qui oscillent entre compassion et reproche. Il se sent coupable sans savoir exactement de quoi, comme si exister suffisait désormais à faire mal. Et au fond de lui, une pensée revient sans cesse. Si Joséphine est tombée, c'est peut-être parce qu'il n'a pas su partir à temps. L'Institut retient son souffle. Les lignes de fracture se dessinent plus nettement, opposant ceux qui veulent comprendre à ceux qui veulent agir, ceux qui cherchent à protéger à ceux qui veulent punir. Et au cœur de ce chaos silencieux, une certitude s'impose peu à peu. La crise ne fait que commencer. Pendant que les lignes de front se durcissent autour d'Anouk et de Marc, une autre histoire se joue, plus feutrée, mais tout aussi révélatrice des failles qui traversent l'Institut. Au comptoir de Jude, Lionel et Juliette tentent de partager un moment léger, comme une parenthèse fragile au milieu du tumulte ambiant. Ils jouent au jeu des questions, cherchant à se découvrir sans se dévoiler complètement. Juliette parle de théâtre, de films des années 50, d'un monde où les émotions semblaient plus simples, presque idéalisées. Lionel l'écoute, sourit, mais sent rapidement ce décalage persistant entre eux. Ils ne vibrent pas sur la même fréquence, et chacun en a conscience sans vraiment vouloir l'admettre. Lionel essaie alors de changer de terrain, propose les fléchettes, comme pour provoquer un rire, un rapprochement inattendu. Juliette accepte, maladroite, presque amusée par sa propre inexpérience. Elle rate ses tirs, se moque d'elle-même, mais derrière cette légèreté apparente, une retenue subsiste. Quand Lionel évoque l'idée d'aller voir les Flamants Roses, elle esquive, préférant rester dans cet entre-deux confortable où rien n'est promis, où rien n'engage vraiment. Lui parle de pétanque, de simplicité, mais elle sent que ce n'est pas de cela qu'il s'agit vraiment. Finalement, Juliette pose des mots sur ce que Lionel pressentait déjà. Sa dernière relation l'a profondément marquée, laissée méfiante, presque sur la défensive. Elle refuse de s'engager, refuse de projeter quoi que ce soit. Avec lui, ce sera seulement le présent, ces 15 jours volés au temps, sans attente ni promesse. Lionel encaisse, partagé entre la déception et une forme de lucidité nouvelle. Plus tard, lorsqu'il retrouve Zoé, Lionel laisse tomber le masque. Il reconnaît que ses interventions, parfois intrusives, l'aident malgré tout à se poser les bonnes questions. Cette relation avec Juliette lui renvoie une image de lui-même qu'il n'avait pas anticipée, faite de doutes, de désirs contradictoires, d'une envie de plus qu'il n'ose pas encore formuler clairement. À l'Institut, les couloirs bruissent de conversations étouffées. Chacun sent que quelque chose se prépare, que la situation autour d'Anouk et de Joséphine ne peut plus être contenue longtemps. Les regards s'évitent, les chuchotements se multiplient, comme si tout le monde attendait une décision qui tarde à venir mais dont l'impact sera inévitable. Clotilde, de son côté, tente de reprendre le contrôle. Elle annonce à Joachim qu'elle a envisagé de convoquer un conseil pédagogique, avant de se raviser. Ces paroles sonnent comme un aveu de faiblesse qu'elle peine à accepter. Elle sait qu'elle marche sur un fil, tiraillée entre son rôle de responsable et son attachement à Lou, qu'elle ne veut pas perdre. Mais l'équilibre qu'elle espère maintenir est déjà fissuré. Marc, lui, n'a pas renoncé. Chaque minute qui passe renforce sa conviction que l'inaction est une forme de trahison. Il observe, analyse, prépare son prochain mouvement, prêt à forcer les choses s'il le faut. Et pendant que certains tentent de préserver le présent sans penser à demain, d'autres savent déjà que le calme apparent n'est qu'un prélude. À l'Institut, les décisions différées ont souvent un coût. Et cette fois, ce coût pourrait bien être plus lourd que prévu. La tension atteint un seuil presque palpable lorsque Marc, incapable de contenir plus longtemps ce qu'il a vu et entendu, décide d'agir sans détour. Pour lui, le temps des hésitations est révolu. Chaque image de Joséphine, seule face à sa rechute, nourrit une colère qui n'a plus rien de théorique. Il ne s'agit plus d'un débat moral, mais d'une urgence viscérale. Fleur, encore marquée par la promesse faite à Joséphine de ne pas la lâcher, circule entre les cuisines et les couloirs, cherchant à maintenir un semblant de normalité. Elle sent pourtant que quelque chose est sur le point d'exploser. Les élèves la questionnent du regard, certains devinent, d'autres pressentent. Elle se tait, consciente que certaines vérités, une fois dites, ne peuvent plus être reprises. Anouk, elle, avance désormais comme sur un sol instable. Chaque porte qui s'ouvre pourrait annoncer une convocation, chaque regard croisé un jugement définitif.
Elle repense aux choix qu'elle a faits, aux limites qu'elle pensait maîtriser, et se rend compte trop tard que l'intention ne suffit pas à effacer les conséquences. Elle sent que sa position, autrefois solide, ne tient plus qu'à un fil. Clotilde tente encore de contenir l'incendie. Elle échange avec Joachim, cherche des solutions, des compromis, une voie médiane qui éviterait le pire. Mais Joachim, plus lucide que jamais, perçoit que le problème dépasse désormais la simple question d'Anouk. Ce qui se joue, c'est la crédibilité de l'Institut, sa capacité à protéger les plus fragiles sans sacrifier les autres. C'est alors que Marc surgit, sans prévenir, brisant le fragile équilibre que Clotilde tentait de préserver. Il annonce la rechute de Joséphine, sans détour, sans ménagement. Les mots tombent, lourds, définitifs. Pour lui, cette rechute est la preuve que rien n'a été réglé, que minimiser, temporiser, a conduit droit au drame. Clotilde encaisse le choc. Elle comprend, à cet instant précis, que la situation lui a échappé. Joachim assiste à la scène, témoin d'un basculement qu'il redoutait. Marc ne demande plus, il exige. Il veut qu'Anouk parte. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Dans le silence qui suit, chacun mesure la portée de ce qui vient d'être dit. Les mots de Marc résonnent bien au-delà du bureau de Clotilde. Ils annoncent une fracture, un point de non-retour. L'Institut n'est plus seulement un lieu d'apprentissage, mais le théâtre d'un affrontement où les émotions ont pris le pas sur les règles. Et quelque part, loin de ces murs chargés de tension, Joséphine lutte contre elle-même. Elle sait que sa rechute va provoquer des ondes de choc, qu'elle n'avait ni voulu ni anticipé. Mais dans sa fragilité, une chose demeure, le sentiment amer d'être devenu malgré elle le déclencheur d'une guerre qui ne fait que commencer. Le choc provoqué par l'irruption de Marc continue de se propager, lentement mais sûrement, comme une onde sourde qui traverse chaque recoin de l'Institut. Après son départ, Clotilde reste immobile quelques secondes, incapable de masquer plus longtemps le doute qui la ronge. Elle croyait encore pouvoir temporiser, gagner du temps, mais elle comprend désormais que le temps est précisément ce qui lui manque. Joachim tente de ramener un semblant de calme. Il parle de procédures, de responsabilités, de décisions qui doivent être prises à tête reposée. Pourtant, même lui sent que la situation a basculé sur un terrain où la raison peine à reprendre ses droits. Marc n'agit plus en collègue, ni même en chef. Il agit en père blessé, et cette blessure la rend tout dialogue fragile. Dans les couloirs, l'atmosphère est étrange, presque suspendue. Les élèves sentent que quelque chose de grave est en train de se jouer, sans toujours en comprendre les contours. Les discussions se font à voix basse, les regards se détournent quand Anouk passe. Elle perçoit ce changement, cette distance nouvelle, et chaque pas devient plus lourd que le précédent. Anouk s'isole un instant, cherchant à reprendre le contrôle de ses émotions. Elle repense à ses choix, à ce qu'elle aurait pu faire autrement, à ces signaux qu'elle n'a pas voulu voir. Elle sait désormais que ses excuses, aussi sincères soient-elles, ne répareront rien. Le mal est fait, et elle en porte une part, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, Fleur reste auprès de Joséphine. Elle veille, discrète mais constante, refusant de transformer la rechute en catastrophe définitive. Elle parle peu, choisit ses silences avec soin, consciente que chaque mot peut soit apaiser, soit enfoncer un peu plus la jeune femme. Joséphine écoute sans toujours répondre, le regard perdu, mais la présence de Fleur empêche au moins l'isolement total. Marc, de son côté, ne redescend pas. Plus les minutes passent, plus sa détermination se durcit. Il est persuadé qu'un retour en arrière serait une faute, presque une trahison envers Joséphine. Il se prépare déjà à aller plus loin s'il le faut, convaincu que certaines limites ne peuvent être franchies sans conséquences exemplaires. Clotilde observe cette escalade avec une inquiétude grandissante. Elle comprend que quelle que soit sa décision, elle laissera des traces. Protéger l'un, c'est exposer l'autre. Agir, c'est risquer de perdre l'eau. Ne rien faire, c'est accepter l'idée que l'Institut ait failli à sa mission. Le dilemme est cruel, et elle se retrouve seule face à un choix qui pourrait redéfinir son rôle. À cet instant précis, l'Institut n'est plus un simple lieu de formation. Il devient le miroir de toutes les failles humaines qui s'y croisent, la douleur d'une rechute, la colère d'un père, la peur de perdre sa place, et l'impossibilité de réparer complètement ce qui a été brisé. Et chacun, à sa manière, sent que la conclusion approche, lourde de conséquences. La fin de journée tombe sur l'Institut comme un voile épais, chargé de non-dits et de décisions suspendues. Rien n'a été officiellement acté, et pourtant, chacun sent que l'épisode touche à un point de rupture. Ce silence, loin d'apaiser, pèse davantage que n'importe quelle confrontation ouverte. Clotilde reste seule un moment, enfermée dans son bureau, face à une responsabilité qu'elle n'a jamais ressentie avec une telle intensité. Les paroles de Marc résonnent encore dans sa tête, mêlées aux mises en garde de Joachim.
Elle sait désormais que temporiser n'est plus une solution, mais elle refuse encore d'agir dans la précipitation. Pourtant, l'idée de laisser les choses en l'état lui paraît tout aussi insupportable. Marc, lui, est déjà passé à autre chose. Il ne doute plus. Dans son esprit, la rechute de Joséphine est la preuve ultime que certaines limites ont été franchies et que l'Institut ne peut plus se cacher derrière des compromis. Il est prêt à aller jusqu'au bout, quitte à se mettre tout le monde à dos. Ce combat-là, il ne le mène pas pour lui, mais pour sa fille, et rien ne pourra l'en détourner. Anouk, de son côté, comprend que son avenir se joue désormais sans elle. Les décisions se prennent ailleurs, dans des bureaux fermés, loin de ses tentatives d'explication. Elle ressent une injustice profonde, mêlée à une lucidité douloureuse. Même sans intention de nuire, elle a participé à une mécanique qui a broyé quelqu'un de plus fragile. Cette prise de conscience la laisse démunie, presque vide. À l'extérieur, Joséphine reprend lentement pied, soutenue par Fleur qui tient sa promesse sans faire de bruit. La honte, la colère contre elle-même, la tristesse, tout est encore là, intact. Mais au milieu de ce chaos intérieur, une chose subsiste, la certitude qu'elle n'est pas complètement seule. Ce n'est pas une guérison, seulement un point d'appui fragile, mais suffisant pour éviter la chute totale. Dans les couloirs désormais presque déserts, l'Institut retrouve une apparente tranquillité. Pourtant, chacun sait que ce calme est trompeur. Les lignes ont été tracées, les camps existent, même s'ils ne sont pas encore officiellement déclarés. Les conséquences de cette journée ne se feront pas attendre. L'épisode se referme ainsi, sur des regards lourds de sens et des silences chargés de menaces. Rien n'est encore décidé, mais tout a déjà changé. Et à l'Institut, quand une crise atteint ce niveau, ce n'est jamais sans laisser de profondes cicatrices.